Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Sans plus attendre, les titres de votre journal. Nous ouvrirons ce journal avec les Rolex Masters. Jean-Christophe Dimino, Fabien Bonilla et Frédéric Hélion nous feront un bilan de la journée. Le jardin japonais se verra remettre le label Espace Vert écologique. Et enfin, nous parlerons cuisine en poursuivant notre rencontre avec le chef libanais Maroun Chedid. Et nous débutons ce journal comme chaque jour de cette semaine en nous rendant au Monte Carlo Country Club où se déroulent les Rolex Masters. Je vous le rappelle, 3 journalistes sont sur place pour nous faire vivre l'événement. Justement, on retrouve Jean-Christophe Dimino. Encore une très belle journée de tennis évidemment à ce stade de la compétition. Quart de finale, ils étaient 8 au départ de cette journée, dont 6 têtes de série, les meilleures quasiment. Et le premier à se qualifier pour les demi-finales, ce fut Thomas Berdych aux dépens d'Andy Murray. Un match au long cours. Résumé de ces rencontres avec Fabien Bonilla. Murray, l'Écossais en t-shirt bleu, 4e à l'ATP, Thomas Berdych en violet, 7e joueur mondial. Les deux tennisman ont un peu le même style de jeu, des punchers de fond de cours. Le premier set est très serré et va aller jusqu'au tie-break. Andy Murray joue intelligemment, change de rythme et titille le moral de son adversaire. L'Écossais remporte le premier set sur un service gagnant. Deuxième set, Murray devrait avoir l'ascendant psychologique. Et pourtant, Berdych réalise 2 fois le break, 6-2 pour le Tchèque. Le troisième set est décisif. On imaginait Andy Murray plus solide mentalement. Et pourtant, Thomas Berdych prend le service de l'Écossais d'entrée. Il gardera cette avance jusqu'au bout. Voici la balle de match sur le service de l'Écossais. Berdych décroise du revers et décroise du coup droit. Thomas Berdych est le premier qualifié pour les demi-finales après un long duel au soleil. 2h48 de match. Deuxième match, les yeux sont rivés sur Novak Djokovic. Le Serbe a perdu son grand-père la veille. Le numéro 1 mondial est face au Néerlandais Robin Haase, 53e à l'ATP. Le premier set est en dents de scie pour Novak Djokovic. Il alterne des coups magnifiques avec des fautes directes qu'il n'aurait peut-être pas commises habituellement. Voici la balle de 7. Djokovic est à la volée une fois, 2 fois et ça marche. Résultat 6-4 après 44 minutes de jeu. Robin Haase a beau avoir un très bon service, le deuxième et dernier set n'est qu'une formalité pour ce grand champion qu'est Novak Djokovic. Résultat final 6-4, 6-2 après 1h16 de jeu. C'est un grand serveur, on le sait. Il a réussi de très belles performances cette semaine. Il n'avait rien à perdre et puis moi j'ai commis quelques fautes directes. J'ai eu des trous d'air dans cette partie. Lui n'avait rien à perdre et bon voilà, j'ai eu des hauts et des bas, mais compte tenu des circonstances, je pense que je m'en suis bien sorti et je suis très content d'atteindre les demi-finales. Novak Djokovic rencontrera Thomas Berdych en demi-finale. A noter la qualification de Rafael Nadal assez difficilement face au Suisse Stanislas Wawrinka, 7-5, 6-4. Rafa en demi-finale donc face au Français Gilles Simon qui a battu son compatriote Joe Wilfried Tsonga en 2-7, 7-5, 6-4 après 1h32 de jeu. Et à ce stade des quarts de finale, il y avait 3 Français engagés, 2 dans le tableau final. C'était le choc, la rencontre des simples messieurs, mais aussi Mikael Yodra qui est toujours en course dans le tableau des doubles messieurs avec son partenaire Simonjic. Il est qualifié pour les demi-finales. Simon Tsonga, c'était donc l'affiche de cette journée de vendredi. Il y en aura un en demi-finale et c'est bon pour le tennis français, comme nous a confié cet ancien champion, membre de la Fédération française et de l'équipe de Coupe Davis. Écoutez. C'est très bien de se retrouver en quart. Voilà, ils sont en train de se rassurer sur cette surface. Ils se sont bien préparés. C'est vrai que finalement, il y a eu une défaite en Coupe Davis contre les États-Unis il y a 15 jours, mais d'un autre côté, ça leur a permis d'arriver fin prêt, en tout cas pour la saison. C'est très bien. Et ça fait partie du jeu quand on arrive en quart de finale. De toute façon, voilà, sur un tableau aussi dense que celui-ci, on sait très bien qu'on peut rencontrer des Français. C'est partie du jeu. Maintenant, le plus tard possible, c'est toujours mieux, mais en quart de finale, c'est déjà pas mal.
De retour cette fois sur le Cours des Princes. La suite de ce spécial Monte-Carlo Rolex Masters, nous nous sommes intéressés aux petites mains de l'organisation. Ils sont assez discrets, on les aperçoit, on les voit de temps en temps. Il y a les ramasseurs de balles, ce sont les plus visibles. Il y a aussi les chauffeurs qui sont au contact vraiment quotidien des champions, des joueurs de tennis. On leur a demandé quel était leur quotidien, on les a suivis. Et aussi, quelles sont leurs préférences. Vous allez voir, c'est étonnant comme réponse. Reportage signé Lionel Bernardi et Frédéric Elion. Ils sont une soixantaine de chauffeurs répartis en 2 équipes, du matin et du soir. Leur mission, accompagner les joueurs à l'hôtel ou à l'aéroport. Hamza est l'un d'entre eux et il vient d'amener Novak Djokovic au Country Club. Franchement, il est cool, il est tranquille, il dit bonjour. Mais non, il parle pas beaucoup, il est plutôt concentré, on dirait. Il y a Nadal qui est super cool. Il y a Guy Forget, un ancien. Pareil, une crème. Et puis, franchement, tous les joueurs sont bien. Hein. Tous les joueurs sont tranquilles, sont cool, ils ont un bon esprit. Il y en a qui parlent pas. Il y en a qui rigolent. Il y en a qui mettent la musique à fond. C'est-à-dire que je respecte un peu leur intimité. S'ils me parlent, je leur parle. Après, ça va rester très calme. On n'a pas trop le temps de parler. Et puis, souvent, ils sont très concentrés. Donc, on évite un petit peu de parler, de déranger. Si les chauffeurs passent peu de temps aux côtés des joueurs, les trajets étant souvent courts, les ramasseurs de balles, eux, sont beaucoup plus au contact des joueurs. Ils effectuent des rotations de 45 minutes sur le court au service de leurs idoles. Quand on est au filet, ils nous demandent par exemple de l'eau, des bananes ou des trucs comme ça. Mais des fois, ils peuvent être aussi gentils ou même exigeants des fois, où ils peuvent nous engueuler un petit peu. Et voilà, ça dépend des joueurs. Le joueur le plus sympa, je trouve, c'est Tsonga. Il est vraiment gentil avec nous, il nous met dans une bonne ambiance. Et ceux qui sont un peu durs, c'est parfois Clément, Beneteau, ils sont vraiment exigeants avec nous. C'est vraiment aussi Tsonga. Après, il y a Nadal, Djokovic, Federer qui sont très sympas. Mais c'est vrai que moins sympa, c'est Eliodra. Il est très exigeant et il n'est pas sympa, il peut nous engueuler pour rien quand il perd un match. Voilà. Et ce tournoi est sponsorisé, vous l'avez compris, ça ne vous a pas échappé, par une célèbre marque horlogère suisse. Elle est présente partout, mais elle est toujours très discrète, très élégante à l'image de ce tournoi et de l'image qui est accolée à Monaco, Monte-Carlo. Arnaud Butch, l'ancien champion français, nous explique l'importance de ce partenariat. L'événement prédomine, l'événement est important. Plus l'événement va briller et plus on sera à côté d'un événement qui brille, plus on va en retirer des bonnes choses et c'est notre philosophie. Donc on essaye d'aider le tournoi, on essaye d'aider les événements qu'on sponsorise, avec lesquels on est partenaire, pour qu'ils aient les meilleures possibilités, les meilleurs éléments. Notre nom est associé à ça et donc je pense que c'est une situation gagnante pour tout le monde. J'imagine qu'il y a une concurrence féroce entre les annonceurs par rapport aux grands champions. Vous avez des ambassadeurs tels que Roger Federer, évidemment. Alors comment justement on choisit les ambassadeurs ? C'est une très bonne question en fait. Je crois qu'on les choisit bien évidemment sur leur réussite. C'est-à-dire que dans leur activité, il faut qu'ils marquent leur activité. Il faut quand même qu'ils soient renommés, qu'ils soient aimés, appréciés. Et puis ensuite, il faut qu'ils aient des valeurs de femmes et d'hommes à l'extérieur aussi. Avenants, sympathiques, capables d'être bien avec des gens. Nous c'est très important pour nous. Le côté sur le court, c'est capital. D'être apprécié par les gens, c'est capital. De gagner des matchs, c'est capital. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi que, quand ils font partie de la famille Rolex, ils aient le sentiment de faire partie d'une famille et qu'on a des ambassadeurs depuis 40 ans parce que c'est une famille. Alors parfois, il y en a qui restent moins longtemps pour X raisons, parce qu'ils ont aussi envie d'aller voir ailleurs, mais la grande majorité sont avec nous depuis très très longtemps et seront avec nous pendant très longtemps parce qu'on privilégie cette relation. Et de retour dans les allées du country, parmi les à côté de ce tournoi, l'émission Jungle Fight, co-animée par la princesse Stéphanie et par Mahler. Autant vous dire que ce n'était pas une émission tournée sur le tennis, c'est le moins qu'on puisse dire. Là, je vais faire une émission de tennis. Alors là, je vais démarrer une émission sur le tennis, donc ça va se passer d'ici une demi-heure. Je savais même pas que ça se jouait comme ça. Ouais, merci, j'arrive, bougez pas les gars. J'avoue que là, les amis, je crois que c'est le plus beau tournoi du monde. Parce que regarde, tiens, regarde, fais un plan là-bas, regarde. T'as vu, t'as la mer, t'as tout, t'as les gens qui sont là, et puis là, il va pleuvoir bientôt. Non, je blague, c'est vachement bien. Voilà, on parle du sida, c'est le
c'est la princesse Stéphanie. C'est son œuvre et toute l'année, on en parle tous les mois. Je crois que c'est la seule émission au monde, tu sais, dans une radio, où on parle de tennis, de sida et de tennis aussi. Voilà pour cette quotidienne, ce résumé sur Monaco Info. On se quitte en musique et en images. Et on attend donc patiemment de connaître le nom du vainqueur de l'édition 2012 de ce Monte-Carlo Rolex Masters. Peut-être Rafael Nadal pour une 8e fois consécutive. Il faudra attendre dimanche et le résultat. À bientôt. Et en bref, dans l'actualité, on reste sur les cours du Monte Carlo Country Club avec l'émission Jungle Fight de Radio Monaco en présence de la princesse Stéphanie et en direct ce jeudi. Au programme de ce numéro exceptionnel, zoom sur le Monte Carlo Rolex Master. De plus larges extraits seront proposés sur Monaco Info à partir de mardi. Ce vendredi, l'organisme EcoCert a remis le label Espace Vert écologique à la direction de l'aménagement urbain en présence de Marie-Pierre Gramaglia, conseiller de gouvernement pour l'équipement, l'environnement et l'urbanisme. Ce sont 3 sites du Larvoto qui se sont vus remettre cette certification. Les explications de Christine Datomel. Le jardin japonais, les espaces verts de la Villa Sauber et un groupe de plantations du Portier et du Grimaldi Forum ont obtenu le label Espace vert écologique. Une certification méritée, cela fait maintenant quelques années que la direction de l'aménagement urbain a mis en place des méthodes de gestion innovantes pour sa section jardin. Nous avons évalué la conformité de ces 3 jardins en matière de gestion écologique, de gestion différenciée du territoire, de maîtrise de l'eau, de maîtrise de l'énergie, de maîtrise de la biodiversité et également du rôle éducatif que jouent ces jardins par rapport à la population locale. C'est une véritable opportunité d'expliquer aux citoyens qu'il est possible sur des territoires aussi artificialisés que les jardins de la principauté, notamment le jardin japonais sur lequel nous nous situons, qui est sur une dalle minérale, qu'il est possible de concilier en même temps entretien rigoureux du territoire et écologie. Que Villa Sauber. Félicitations. À Monaco, on avait déjà une certaine qualité de travail, on essayait toujours d'être innovant. C'est vrai que le label vert, nous l'avons acquis assez rapidement et de manière, on ne va pas dire facile, mais qui pour nous était naturel de toujours se remettre en question. Et donc ça nous a paru difficile d'un côté sur certains changements de manière de travailler, mais je pense qu'on était conscient de nos capacités et puis voilà, maintenant le but c'est de garder notre niveau de travail, quoi. Les efforts vont donc être maintenus afin de conserver le label Espace vert écologique. Mais la section jardin ne compte pas s'arrêter là et a déjà pris d'autres engagements pour les mois à venir. Pour des engagements du type tout simple de la vie quotidienne, notamment en ce qui concerne le tri sélectif au niveau des équipements qui sont mis à disposition du personnel. Une restriction, pas une restriction, mais une économie d'eau, d'électricité. On va essayer au quotidien de gérer un petit peu ça pour faire à l'échelle 5% d'économie sur l'ensemble de l'année. Et ensuite, dans les manières de travailler, dans les actes quotidiens au niveau du jardinage, de pouvoir effectivement changer un petit peu les habitudes pour aller dans le sens à la fois des espaces verts écologiques et dans le sens de l'environnement. Prochaine étape pour la direction de l'aménagement urbain, obtenir la labellisation de la Villa Paloma et de certains jardins de Fontvieille, comme la roseraie Princesse Grasse. Le musée océanographique proposera au public un tout nouvel espace, l'île aux tortues, à partir de mercredi. Ces tortues sont en provenance du Mali et situées sur la terrasse ouest. 600 mètres carrés seront dédiés aux loisirs et à la détente. Un reportage de Thierry Apparu. 600 mètres carrés sont en cours d'aménagement, ou plutôt de finition sur le toit du bâtiment. 3 espaces y seront proposés, une zone détente,
des jeux pour les enfants et bien sûr l'enclos pour les fameuses tortues sucalta, des tortues à la carapace sillonnée qui proviennent du Mali. Elles ont été offertes au souverain et seront donc présentées au public. Et pour cela, il a fallu réaliser des travaux spécifiques. Les contraintes sont les contraintes qui sont liées à tout bâtiment, monument historique. Là, on est dans un monument historique. Donc on a eu la volonté déjà dans un premier temps de ne rien fixer au sol, de ne rien attacher, parce que c'est un aménagement provisoire, c'est un aménagement éphémère qui peut être démonté. C'est-à-dire que vous pouvez l'enlever, je ne dis pas du jour au lendemain, ce ne serait pas honnête parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites, mais c'est quelque chose que vous pouvez enlever sans véritable difficulté et il ne restera aucune trace sur le bâtiment. Pas de perçage pour endommager la pierre, pas de risque d'embimer l'étanchéité et autres. Tout a été fait en apport. Tous ces éléments ont donc dû être lestés pour résister au vent et pour permettre de proposer une nouvelle section pour le public qui lui sera ouverte à partir du 25 avril. Et toujours en bref, dans l'actualité, Son Altesse Royale, la Princesse de Hanovre, était conviée à l'inauguration de la toute nouvelle exposition Groupe Signe 1971-1974, l'art de la rue du musée, à découvrir à la Villa Paloma. Il s'agit d'un collectif d'artistes créés et animés dans le contexte post-1968. Une exposition à découvrir jusqu'au 17 juin prochain. Une conférence de médiation familiale était organisée ce jeudi à 18h à Louclapasse. Cette conférence s'adressait à l'ensemble du professionnel de la petite enfance de Monaco et avait pour objectif de présenter le processus de médiation sur le thème crise parentale de la première naissance. Le SJM, syndicat des journalistes de Monaco, a lancé son premier Café Actu ce jeudi au Café Théâtre, place des Bougainvilliers. Des journalistes professionnels ont ouvert la première tribune sur le thème « Le rôle des médias dans la campagne présidentielle française ». Le SJM souhaite ancrer durablement cet événement dans l'actualité culturelle de Monaco. La Jeune Chambre économique de Monaco et le groupe SVP ont organisé ce jeudi un dîner-buffet sur le thème « Les BRICS 10 ans après ». Brésil, Inde, Chine, Afrique du Sud, mutation économique, nouveaux défis et opportunités pour Monaco. Plusieurs thématiques sur l'économie et les affaires ont été abordées. Marco Piccinini, conseiller de gouvernement pour les finances et l'économie, a été notamment l'un des intervenants de cette conférence. En milieu de semaine, nous avions suivi Marcel Ravin et Maroun Chedid au marché de la Condamine. En effet, ces deux chefs ont décidé de cuisiner à 4 mains jusqu'à dimanche pour les clients du Monte-Carlo Bay, hôtel officiel du tournoi de tennis de Monte-Carlo. Patricia Navarro les a retrouvés en cuisine. Ah oui, ça j'adore. Leurs produits frais achetés, les deux chefs ont investi les cuisines du Blue Bay pour réaliser des recettes mêlant leurs inspirations respectives. Sur les menus, les plats proposés sont à eux seuls une véritable invitation au voyage, hummus, feuilles de vigne, avec des ingrédients aussi qui rappellent l'Orient, eau de rose, fleurs d'oranger, pignons, coriandre, dattes ou pistaches. Au niveau cuisine, là vraiment on partage la même philosophie. Moi, bien entendu, j'ai toute la partie tradition parce que je viens d'une famille, d'une maison où on mange vraiment la tradition. Ma mère est une excellente cuisinière, on dit. Avec tous les voyages que j'ai fait dans ma vie, avec toute la cuisine que j'ai vécue en voyageant, là, on apporte toujours les techniques, le know-how, les saveurs, les arômes. Et là, on peut vraiment basculer notre cuisine en introduisant des nouvelles techniques, de nouvelles arômes, mais tout en gardant la tradition. Et c'est donc avec l'aide de la brigade de Marcel Ravin que le chef libanais a pu confectionner des plats qui seront servis jusqu'à la fin du week-end. C'est en quelque sorte un hommage à un pays qui est étroitement lié à la principauté, et alors que la communauté libanaise est très importante à Monaco. L'idée, c'est de ne pas rester enfermé, restreint dans son propre cercle. C'est aussi de s'élargir. C'est passionnant pour nous. Nous avons bien entendu l'opportunité de voyager et de déguster un peu partout. Mais c'est aussi la possibilité d'amener directement à nos chers convives dans les pays respectifs des expériences culinaires différentes qui par la suite vont certainement pouvoir continuer grâce à ce mélange entre les deux rives de la Méditerranée. Nous avons un premier plateau de chaud, restaurant s'il vous plaît. Et pour que les Libanais à leur tour puissent goûter aux saveurs méditerranéennes et épicées qui sont servies au Blue Bay, Marcel Ravin se rendra à son tour dans le pays de son invité. Maroun Chedid l'accueillera dans ses cuisines du restaurant La Posta le mois prochain.
Quel temps fera-t-il demain et ces prochains jours? Réponse tout de suite avec la carte météo. Samedi, du soleil et quelques nuages sont au programme avec des températures allant de 12 à 18 degrés. Dimanche, le ciel restera partagé entre nuages et apparition du soleil avec un thermomètre inchangé. Lundi, c'est un début de semaine ensoleillé avec un mercure légèrement en baisse. Et enfin mardi, quelques pluies en début de journée malgré une maximale de 19 degrés. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur le site de Monaco Channel. À très bientôt sur Monaco Info.